L'invité de la matinale. KTO Radio. Il a été la dernière grande figure à nous quitter en 2023 à l'âge de 98 ans. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, a marqué de son empreinte la politique française et européenne. Il n'a jamais caché sa foi chrétienne, sauf pour autant en faire un étendard. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Jérôme Vigneault. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes conseiller migration à l'Institut Jacques Delors et vous avez bien connu l'homme puisque vous avez commencé à travailler avec Jacques Delors dès 1981. Première question, qu'est-ce qui vous a marqué chez Jacques Delors ? La première fois que je l'ai rencontré, j'étais amené à présenter une étude complexe sur la question de la baisse de la durée du travail, son impact sur l'emploi déjà à l'époque. Et il était dans l'assistance et il m'a frappé par la qualité de son écoute, son intérêt pour les éléments très techniques que je déployais et finalement l'approbation qu'il donnait à un travail analytique. Et donc j'ai tout de suite compris qu'il était passionné par la question sociale, mais aussi par la compréhension des faits qui la sous-tendaient, et donner la priorité à ces faits plutôt que d'abord aux idées qui peuvent nous donner des a priori. Et c'est là que j'ai compris, et ça m'a très vite attiré vers cette personne, vers cette personnalité. C'est la relation très singulière qu'il fait entre la question économique et la question sociale. Pour les uns, le social dépend de l'économique qui crée de la richesse, oui, et donc qui permet de distribuer. Et pour d'autres, le social doit primer sur l'économique puisque l'humain doit primer sur l'argent. Bien, l'approche de Jacques Delors était différente. Social et économique sont intrinsèquement liés. Le social, la dimension sociale permet de mobiliser des personnes et finalement cette unité conduit à davantage de succès économique. Et en même temps, la dimension économique ne peut pas ignorer qu'il s'agit d'hommes et de femmes. Et nous sommes, je dirais, dans un écho très fort avec la doctrine sociale de l'Église catholique, dont c'est le soubassement. C'est une très belle introduction pour débuter cette interview. Je voudrais revenir d'abord sur la toute fin de sa vie terrestre. Ses obsèques ont été célébrées de manière privée à Fontaine-la-Gaillarde, oui, dans l'Yonne, le 6 janvier dernier. Le fait que ce soit privé, qu'est-ce que ça dit de sa foi ? Ça dit qu'elle était d'abord de l'ordre de l'intime, du personnel, et que du même coup, Jacques Delors et sa famille d'ailleurs, son épouse et Martine, reconnaissaient que en France, la laïcité crée un espace de protection pour la foi de chacun, ce qui ne l'empêche pas de pouvoir s'exprimer dans l'espace public, mais elle est d'abord du ressort de la vie intérieure de chacun. C'est un hommage à la vie intérieure. Ça ne doit pas être un moyen supplémentaire de manifester une supériorité. Alors, il n'a jamais voulu instrumentaliser justement sa foi, notamment sur la scène médiatique et politique. Pour quelles raisons, en dehors d'un ordre de personnel ? Je pense que pour une raison d'universalité, le passage de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, à laquelle il appartenait, à la CFDT, où la qualité chrétienne n'était plus mise, n'était pas un renoncement à la vitalité de la foi chrétienne. C'était plutôt du fait que dans une société qui est pluraliste, dans laquelle tout le monde ne croit pas ou n'a pas été élevé dans la foi chrétienne, les principes mêmes et le dynamisme de cette foi doivent pouvoir être perçus autrement que par l'annonce explicite. Donc c'est plutôt par un souci, je dirais, de rendre universelles les valeurs fondamentales, sans que nécessairement elles soient désignées comme étant chrétiennes, qui a conduit à cette modestie et à cette retenue. Alors, malgré tout, c'est bien cet engagement chrétien qui lui a permis de définir son action politique et plus globalement de déterminer sa carrière politique qu'il a eue. Dans quelle décision, choix politique transparaît le plus cette foi chrétienne ? Il me semble qu'elle transparaît dans le fait que
la politique pour lui n'est jamais la fin de l'action à l'égard de la société. L'enjeu de la politique, c'est que la société elle-même se mette en mouvement. C'est que les personnes qui la composent se sentent motivées, se sentent participantes à l'action générale. Donc le politique ne peut pas être seulement l'œuvre de l'État, de quelques personnes très compétentes, animées de très belles intentions, mais le politique lui-même trouve sa finalité dans le service d'une communauté, c'est-à-dire finalement le service du bien commun. Le bien commun est atteint lorsque chacun peut accomplir pleinement sa mission et sa dignité humaine. Or, dans tous les discours de caractère politique de Jacques Delors, j'en ai retrouvé, la tâche de politique n'est jamais accomplie lorsqu'on a pris les bonnes décisions, entre guillemets, selon certains critères d'efficacité. Elle doit se poursuivre dans le fait de s'assurer que les conditions sont là pour que chacun, chacune, chaque citoyen, chaque citoyenne ait lui-même sa place dans l'œuvre collective. Et en ça, sa foi chrétienne et la doctrine sociale de l'Église l'a aidé justement à établir tout ça. Je pense qu'il y avait une harmonie totale, il y avait une convergence. Oui, on peut certainement penser que la cohérence qu'offre la pensée sociale catholique est quelque chose qui la nourrit, mais pas a priori déterminé. Prenons un exemple. Le principe de subsidiarité est très cher à la doctrine sociale catholique, il vient de très loin, et il permet justement, il autorise chaque niveau de la vie publique à trouver sa place, soit en protégeant les niveaux inférieurs, soit en apportant sa contribution à l'ensemble. Eh bien, il a rencontré le thème de la subsidiarité de manière assez fortuite dans le processus de la construction européenne. Lorsque ce processus a atteint un moment de crédibilité exceptionnel, les Länder allemands, les régions allemandes sont venus le trouver pour lui dire « Mais est-ce que vous avez bien compris que, en définitive, nous avons aussi comme région notre tâche, notre rôle, et tout ne doit pas, au nom d'un principe d'intérêt général, être accompli au niveau européen. » Et il est devenu, il a retrouvé la vitalité de ce principe de subsidiarité qui veut que la société n'est pas composée d'individus, mais de communautés qui se complètent, ce qui est, je crois, l'essence même de la traduction politique de la vie chrétienne. Un autre principe aussi qui lui était cher, c'était un principe d'unité. Et on oublie souvent que Jacques Delors a œuvré au dialogue entre les églises chrétiennes dans un premier temps et l'Union européenne, avec en 1994 une âme pour l'Europe. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, c'était un moment de bascule, 1992, 93, 94. Il est apparu évident que l'Union européenne avait atteint un tel stade de développement qu'elle ne pouvait plus s'en tenir au domaine de la monnaie, de l'économique, du marché, et ni même des questions sociales. Elle atteignait les zones du politique. La politique étrangère, les affaires intérieures, la question des migrations. Et en atteignant ces zones-là, elle rencontrait non plus seulement la question que voulons-nous faire ensemble, comment pouvons-nous être plus efficaces, mieux défendus, mais c'est que voulons-nous être ensemble. Quelle forme de communauté humaine composée de nations sommes-nous en train de devenir? Et pour répondre à cette question, la ressource des religions était indispensable. Et il a prononcé cette parole: si nous ne parvenons pas à donner une âme à l'Europe, nous échouerons, le nous étant l'ensemble des protagonistes de l'Europe. Il l'a prononcé devant un aréopage composé de responsables des églises, non pas catholiques, mais protestantes et luthériennes, qui venaient de l'ensemble des pays démocratiques, enfin des pays de l'Est, appelés un jour à appartenir à l'Union européenne, et qui s'interrogeaient eux-mêmes sur est-ce que rentrer dans l'Europe, c'est rentrer essentiellement dans une communauté marchande, économique et sociale? Non. Vous êtes appelés, vous tous, responsables religieux, à réfléchir avec nous sur l'essence même de notre projet. Ça représente bien justement l'image et ce qu'a voulu mettre en place Jacques Delors en Europe. Alors Jérôme Vignon, vous avez été durant votre longue carrière professionnelle notamment président des Semaines sociales de France entre 2007 et 2016. C'est vrai. Vous qui êtes engagé comme chrétien et comme homme de gauche, selon vous, on va parler de l'héritage de Jacques Delors, selon vous, quel est l'héritage de Jacques Delors
dans un premier temps, pour l'Europe? Alors, Jacques Delors a vraiment beaucoup mis en avant la question des institutions. Il n'y a pas de grande œuvre qui ne soit sous-tendue par des institutions qui assurent un caractère permanent et le respect de la promesse initiale. On cite cette phrase de Hannah Arendt, le pardon et la promesse. La promesse européenne faite au peuple qui s'était battu, c'est celle d'institutions qui les réuniront de manière stable. Et donc tout son travail, pendant près de 10 années, a été de consolider ces institutions pour qu'elles puissent accomplir la promesse de l'unité. Notamment donner plus de place au Parlement. Il a à la fois, effectivement, il a enrichi les 3 institutions, le Parlement qui a davantage de pouvoir, le Conseil protégé par le principe de subsidiarité, qui veut que les nations gardent dans toutes leurs prérogatives politiques, et puis la Commission, qui a été ennoblie en quelque sorte dans sa capacité d'initiative. Et de cela découle ce qu'on appelle aussi la méthode communautaire, qui n'a pas été inventée par Jacques Delors, mais plutôt par Jean Monnet, mais que Jacques Delors a très fortement contribué à raffermir. Méthode qui veut que chaque institution européenne ait son rôle, la Commission, le pouvoir d'initiative, le Parlement et le Conseil, le pouvoir législatif. Et c'est dans cette distinction des rôles que se trouve une sorte d'obligation de coopération, où se trouve encore aujourd'hui le dynamisme européen et sa résilience. Et quel est l'héritage également de Jacques Delors d'un point de vue plus national pour la France et aussi comme homme politique, dans le sens où le politique aujourd'hui, enfin en tout cas la société a une forme de défiance envers l'homme politique, et Jacques Delors a été considéré aussi comme l'un des derniers hommes politiques dans lequel le peuple français avait confiance. Existait-il encore un héritage en ce sens de Jacques Delors ? Alors je crois oui. Il existe un héritage, mais qu'on ne peut pas ramener à un courant politique. Il y a un rocardisme à gauche, mais il n'y a pas un dolorisme. Il n'a pas voulu fonder un courant particulier, puisqu'il s'agit justement d'illustrer qu'en politique, il ne faut pas se réduire à un homme providentiel, à quelqu'un qui résoudrait à la place de la société des questions qui lui incombent elles-mêmes de prendre à bras le corps. Et je pense qu'il est là l'héritage. L'héritage, c'est qu'il s'agit non seulement de concevoir une bonne politique, et en particulier une politique qui donne toute sa place à la question sociale, désormais aussi à la question environnementale, mais il faut aussi s'ingénier à ce que cette action soit appropriée par tous les acteurs. Une bonne politique n'est pas seulement une politique qui est raisonnable, qui est finançable, qui met en avant des principes moraux et en particulier de justice. C'est aussi une politique dans laquelle chacun puisse se reconnaître, trouver sa place. Et ça, je crois que cet héritage demeure. Merci beaucoup, Jacques Vignon, d'avoir partagé cette interview en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial à la migration à l'Institut Jacques Delors. Merci et bonne journée.